sur les routes les plus périlleuses du monde, Il faut être un as du volant pour y aller. dans des conditions climatiques des plus extrêmes. Chaque fois que je vais sur cette route, je me demande si je vais revenir ou pas. On sait bien que c'est dangereux. Et quand tu deviens chauffeur et que tu as tout misé sur ton camion, tu ne peux plus reculer. Tous les jours, ils risquent leur vie pour mener leur chargement à bon port. Des camions et des hommes, à partir du 22 septembre sur Planète Plus ANI. Des légendes urbaines, il en court dans le monde entier. Des histoires ahurissantes qui se propagent à la vitesse de l'éclair et qui évoluent jusqu'à ce qu'on ne distingue plus le mythe de la réalité. Dans cet épisode intitulé « Faux semblant », vous suivrez 3 récits dont les horreurs cachées éclatent au moment où personne ne s'y attend. D'abord, celui d'un courtier en bourse dont le succès à Wall Street recelait un odieux secret que nul n'est prêt à croire. Puis, vous entendrez l'histoire d'un accident d'autocar qui, après avoir anéanti le bonheur d'une famille, dévoile une réalité encore plus atroce. Enfin, vous verrez comment la police suédoise a débusqué un cadeau embarqué qui menaçait les réjouissances de Noël. Suivez attentivement ces 3 légendes urbaines et essayez de distinguer les vraies des fausses. Nous vous dirons à la fin si vous avez vu juste. Voici d'abord un fait divers que nous avons appelé un courtier discourtois. Jean Trantel aime prendre soin d'elle. Mais il y a peu de temps, elle vivait avec quelqu'un qui gérait tout à sa place. Son riche époux, Steven. C'était un super mari. Nous menions ensemble une vie délicieuse et nous nous aimions beaucoup. Steven a fait fortune à la bourse de New York. Être marié à un trader spécialisé dans les matières premières, c'est vivre financièrement en dents de scie. Mais Steven est doué et s'enrichit. Steven aimait l'argent. Bientôt, l'argent coule à flot. C'était une vraie manne. On s'est mis à dîner dehors, à faire les magasins. Leur train de vie en ferait rêver plus d'un. J'étais très heureuse. Mais le rêve va bientôt se transformer en cauchemar. Tout commence en 2008 après que Steven ait rendu une visite amicale à l'oncle de Jean. Steven m'a appelé pour dire « Chérie, j'arrive dans quelques instants ». Il était environ à 500 mètres. Mais Steven ne vient pas. 1 heure plus tard, j'ai appelé mon oncle. Allô? C'est Jean. Tu as vu Steven? Mon oncle n'y croyait pas. Steven était parti depuis 1 heure. L'univers de Jean va basculer de la manière la plus inimaginable. J'ai commencé à l'appeler. Pas de réponse. Son portable était éteint. Pour quelle raison? Je l'ignore. Où Steven a-t-il bien pu passer? Il n'a jamais disparu comme ça. Là, je me suis dit qu'il avait peut-être fait une crise cardiaque au volant. Alors, j'ai appelé tous les hôpitaux de la région. Mais Steven n'a été admis nulle part. 2 heures de plus passent sans nouvelles. Mon oncle a commencé à s'inquiéter. Et puis, je me suis vraiment mise à paniquer. Où pouvait-il être au bout de 5 heures? Est-ce qu'on l'avait enlevé avec sa voiture? 8 heures après que Steven ait annoncé son retour, le téléphone sonne enfin. Steven? C'était le coup de fil qui a bouleversé ma vie. Mais ce n'est pas Steven. Oui? C'était un agent de police et il a dit « Madame Trentel, j'ai une triste nouvelle à vous annoncer. » Oh non! Là, je me suis effondrée. Qu'est-il arrivé à sa perle de mari? Est-il mort? A-t-il été enlevé? A-t-il eu un accident? Bizarrement, rien de tout cela. On l'a arrêté. Mais pourquoi? Je n'arrivais même pas à croire ce que j'entendais de sa bouche. Jean écoute et découvre avec horreur la réalité qu'on lui divulgue. Son mari n'est pas l'homme qu'elle croyait.
Tous les jours, Steven se levait, enfilait son costume. Je lui préparais son panier repas, il m'embrassait. Et pour moi, il partait au boulot. En apparence seulement. Il voulait donner le change dans le voisinage. Car Steven cache un terrible secret. Steven ne m'a jamais dit qu'il avait perdu son emploi. Au lieu d'aller à Wall Street, il se préparait en secret à une autre carrière. Il allait à la bibliothèque pour faire des recherches. Steven se documente pour apprendre à braquer des banques. Il a non seulement perdu son emploi, mais aussi tout son capital en bourse. L'argent n'afflue plus et Steven a décidé de s'atteler à un nouveau business. Il a juste tendu un papier où était écrit « Je suis armé et je n'ai pas peur de tirer ». Mais il ne se contente pas d'une banque. Fort des astuces qu'il a découvertes, Steven enchaîne 10 braquages. De quoi amasser assez d'argent pour sauver les apparences à la maison. Il s'était bien préparé à ses attaques à main armée. Il avait épluché des bouquins pour comprendre comment d'anciens braqueurs s'étaient fait prendre. Steven pense avoir trouvé comment commettre le parfait hold-up. Son secret réside dans l'objet le plus insolite qui soit. Un simple gobelet rempli de café. Qui penserait qu'un homme tenant à la main cet accessoire vient de détrousser une banque? D'une fois sur l'autre, son plan fonctionne. Il s'en tirait toujours. Mais Steven a oublié que les autorités possèdent ces empreintes digitales datant d'une arrestation 10 ans plus tôt pour conduite en état d'ivresse. Quand les enquêteurs retrouvent les empreintes sur une note tendue lors d'un braquage, c'en est fini. Jean n'arrive pas à croire les policiers. Pour elle, il y a eu méprise. Il y a forcément une autre explication. J'ai dit, vous n'avez pas arrêté le bon coupable. Et en moi, je n'arrêtais pas de me dire, mon Dieu, ce n'est pas possible. Comment cela pourrait-il être possible? Même l'inspecteur Skopek a des doutes. En approfondissant l'enquête, nous avons découvert qu'il travaillait à Wall Street, qu'il faisait bien partie du monde des affaires, et que tout un tas de détails faisaient que sa culpabilité ne tenait pas debout. Skopek veut en avoir le cœur net. On s'est mis à le filer. Sa surveillance soulève plus de questions que jamais. On s'est aperçu qu'il vivait dans un lotissement très huppé. Croyez-vous vraiment qu'un braqueur irait vivre là-dedans? Sûrement pas. Mais pourquoi son relevé d'empreintes mentirait-il? Dès que nous avons déterminé qu'il s'agissait bien de Steven, nous sommes intervenus. Nous lui avons passé les menottes. Il savait qu'il était fait. Steven est condamné à 9 ans de prison et laisse à Jean une blessure qui ne cicatrisera jamais complètement. Je n'aurais jamais cru que j'avais épousé un braqueur. Un courtier fauché a berné tout le monde, y compris sa femme, en faisant croire qu'il avait touché le pactole à Wall Street alors qu'il payait ses factures grâce à ses attaques à main armée. Mais est-ce vraiment arrivé? Vous le saurez à la fin de l'épisode. Mais avant, écoutez cette mini-légende. Mini-légende numéro 128, Slalom fatal. À Mammoth Lake, en Californie, un adolescent a voulu faire un usage ludique des plaques de mousse entourant les pylônes du télésiège. Elles font effectivement une bonne luge. Mais il en perd le contrôle et percute le pylône dont il avait chapardé la mousse. Malheureusement, le choc est d'autant plus violent qu'il n'est pas amorti et l'adolescent décède peu après. Est-ce vrai ou faux? C'est faux. Bien que plusieurs personnes soient déjà mortes de la même manière, elles n'ont jamais heurté un pylône dont elles avaient volé la mousse de sécurité. Dans Légendes urbaines, nous vous racontons 3 histoires incroyables. À vous de distinguer la vraie vérité du fantasme total. Jusqu'ici, vous avez suivi le récit du courtier qui croyait avoir trouvé le placement idéal. Mais est-ce vrai ou faux? Nous vous le dirons à la fin de l'épisode. Voici une nouvelle histoire que nous avons appelée « Erreur de communication ».
Kathy Reynolds est une vraie maman américaine qui gère fièrement tout le confort de sa petite famille. Mais elle n'a rien pu faire pour protéger les siens d'une tragédie. Ça a bouleversé notre vie. Quelle douleur atroce. Tout commence dans la petite ville de Langdon, dans le Dakota du Nord, en 2007. Candice, la fille de Kathy, approche de la fin de sa terminale. C'était une jeune fille magnifique et enjouée, une délicieuse enfant. Pour Candice, la seule personne au monde qui soit plus proche d'elle que sa maman est Tanya Williams. C'étaient les meilleures amies du monde et elles se ressemblaient. Elles passaient tout leur temps ensemble et leur amitié allait durer toute une vie. Le 14 octobre 2007 est une journée apparemment ordinaire pour Candice et Tanya. Les deux jeunes filles qui rentrent d'une excursion scolaire n'ont pas idée du sort qui les attend. J'ai reçu l'appel qu'on souhaite ne jamais recevoir. C'était la police. Elle nous demandait de venir d'urgence à l'hôpital. Dépêchons-nous! Les Reynolds se précipitent à l'hôpital. Le docteur nous a annoncé « Votre fille a eu un très grave accident ». Candice et Tanya approchaient de leur domicile quand le chauffeur a fait une embardée et a perdu le contrôle du car. Elles ont été éjectées par la fenêtre. Le médecin nous a dit « Je dois vous annoncer qu'elle n'a pas survécu ». Je suis désolé. C'était comme si quelqu'un m'avait mis un coup de poing dans l'estomac. Je ne pouvais plus respirer ni parler. Je ne voulais pas y croire. On nous a dit qu'on l'avait identifiée sur le lieu de l'accident d'après son sac à main. Et aussi qu'on pouvait la voir si on le voulait, mais que c'était atroce. Et je savais que je n'aurais pas supporté. La vie des Reynolds s'écroule d'un coup. Mais en pleine horreur subsiste un miracle. Malgré ses blessures épouvantables, Tanya, la meilleure amie de Candice, s'accroche à la vie. Tanya était vraiment méconnaissable. Tout son visage était bandé. Elle avait la mâchoire brisée et ses bras et ses poignets étaient cassés. Les Reynolds font de leur mieux pour réconforter Tanya, mais c'est un supplice. Elle n'avait aucun moyen de communiquer. On s'est dit que la perte de sa meilleure amie Candice devait lui être insupportable. Alors on a décidé de ne plus lui rendre visite tant qu'elle ne serait pas sortie de l'hôpital. Pendant que Tanya commence à subir une série d'opérations complexes, Candice est enterrée. Personne ne s'attend à devoir continuer à vivre sans son enfant. Les semaines passent, mais rien n'atténue leur douleur. J'avais l'impression permanente d'avoir une grosse horloge très lourde qui m'écrasait. C'était infiniment triste. Mais près d'un mois après l'accident, Kathy reçoit une nouvelle bouleversante. On a foncé à l'hôpital. Je ne tenais plus en place. Pour moi, c'était complètement dingue. C'était impossible que cela arrive. On a couru vers la chambre de Tanya et j'ai vu ses parents sangloter dans le couloir. L'une des opérations de Tanya s'est-elle mal passée? A-t-elle succombé à ses blessures? Qu'a-t-il pu arriver? Quand on a vu cet enfant complètement abîmé, on a compris que c'était elle. Par un hallucinant coup du sort, la jeune fille hospitalisée n'est pas Tanya, mais Candice. Elle a ouvert la bouche et a dit « Maman ». Le miracle est presque trop grand pour y croire. Candice est vivante. C'est quelque chose qui n'arrive jamais. Mais c'était bien notre fille, Candice. Comment l'erreur est-elle arrivée? Tragiquement, c'est Tanya et non Candice qui a perdu la vie dans l'accident. Mais pour une raison ou une autre, les deux meilleures amies ont été confondues lors de l'identification. Comme les Reynolds avaient choisi de ne pas voir la dépouille de leur fille, nul n'a pu relever l'erreur. D'autre part, les graves blessures de Candice l'empêchaient de dire à quiconque la vérité. Je voulais vraiment leur dire que c'était moi, que j'étais vivante, mais ça m'était complètement impossible. C'est comme si on m'avait bâillonnée et ligotée. Toute tentative de ma part était vaine. Quand sa mâchoire a suffisamment guéri pour qu'ils enlèvent ses bandages, et quand elle a retrouvé la parole, elle a dit « Je suis Candice ». Mais le coût de ce miracle est terrible.
Les parents de Tanya pensaient que c'était leur enfant. Ils l'avaient veillée et soignée 24 heures sur 24. Et apprendre tout à coup que ça n'était pas leur fille et que celle-ci était déjà enterrée, c'est une chose épouvantable. Tout en luttant âprement pour s'efforcer de revivre comme les autres, Candice sait qu'elle n'oubliera jamais sa meilleure amie, Tanya. Elle continue de me manquer tous les jours. C'est la première chose à laquelle je pense quand je me réveille. Elle est avec moi pour la vie. Une mère minée par le chagrin d'avoir perdu sa fille unique apprend qu'en fin de compte, cette dernière est la seule à avoir survécu. Est-ce vraiment arrivé? Vous le saurez à la fin de l'épisode. Mais avant, écoutez cette autre mini-légende. Mini-légende numéro 79, fausse surprise. Gilbert Nelson de Winnipeg aime voyager avec son camping-car. Avant une longue virée, un ami lui suggère de transformer le réservoir d'essence arrière en fosse septique pour ses nouvelles toilettes. Mais au cours de son périple, Gilbert est réveillé par un curieux bruit. Il sort et découvre le réservoir ouvert avec un tuyau de siphonnage qui en sort. À quelques mètres de là, un voleur d'essence est en train de vomir après avoir découvert la mauvaise surprise. Alors, réalité ou fiction? Cette histoire est fausse. Il faudrait être siphonné pour croire une histoire aussi merdique. Dans Légendes urbaines, nous vous montrons 3 histoires à dormir debout. À vous de décider lesquelles sont rigoureusement vraies et lesquelles sont de fiefés mensonges. Jusqu'ici, vous avez suivi le récit d'un courtier augmentant son capital de manière invraisemblable. Et l'histoire d'une erreur d'identification à l'hôpital qui a fait ressusciter une jeune fille d'entre les morts. Mais sont-elles authentiques ou issues d'une imagination débridée? Vous le saurez à la fin de l'épisode. C'est le moment de vous raconter une dernière histoire. Nous l'avons appelée Pactage surprise. Michael Axelsson est un chauffeur d'autocar suédois qui passe ses loisirs à battre au jeu ses adversaires. Mais il n'y a pas si longtemps, il est tombé sur un rival qui a bien failli le mettre échec et mat. Je me suis beaucoup inquiété pour moi, mais aussi pour ma famille. Le temps que l'affaire s'étale, Michael devient le suspect numéro 1 dans une série de délits parmi les plus étranges qu'ait connu la Suède. J'étais incapable d'expliquer ce mystère. Tout commence en décembre 2008. En tant que chauffeur de car aguerri, Michael connaît par cœur les astuces de délestage pour éviter les routes encombrées des vacances. J'aime la liberté de mon métier. Et j'ai toujours aimé être sur la route. Mais un jour, un mystérieux voleur menace de lui faire perdre son emploi. Une passagère est venue vers moi pour me dire qu'il manquait dans sa sacoche son ordinateur portable. Une sacoche qui avait voyagé dans la soute du car. Pour moi, c'était une énigme. Car seul Michael a accès à cette soute fermée à clé. Il explique à la passagère qu'elle a dû se tromper et l'oublier à l'étape précédente. Je ne vois pas comment on aurait pu voler quelque chose dans la soute. Mais la même chose se reproduit 2 jours plus tard. En tant que chauffeur, j'étais très inquiet. Ma réputation s'est retrouvée mise en jeu. La compagnie d'autocar décide de renforcer la sécurité, mais cela ne change rien. Quelques jours plus tard a lieu un autre vol. Et une semaine après, la même chose. La situation s'aggrave pour Michael. Comme j'étais le seul à détenir les clés de la soute et des autres cadenas, je suis devenu le suspect numéro 1. Sans ces longues années de carrière derrière lui, Michael aurait déjà été renvoyé. C'était une période très stressante pour moi. Je n'avais aucune idée de la façon dont ces vols se produisaient. La situation est bien pire que Michael ne le pense. Inquiète que le scandale éclate, la compagnie d'autocar embauche un flic en civil chargé de surveiller le car.
Désespéré, Michael met en œuvre ses propres mesures de sécurité. Je suis désolé, mais je vous demande à tous de descendre. Pendant la pause repas, j'ai demandé à tout le monde de quitter le car, chose que je ne fais pas habituellement. Tout le monde est donc sorti et j'ai fermé à clé. Je n'ai vu personne s'approcher du car. Mais malgré toutes les précautions, un autre vol a lieu. J'ai dit « Oh non, encore !» Et tout à coup, un homme s'est avancé vers moi, en se présentant comme policier. Michael est sur le point d'être arrêté. Il jure qu'il est innocent. Le flic ne le croit pas, mais il accepte de fouiller une dernière fois la soute. Il y avait du mouvement dans le compartiment à bagages. À la torche, on a aperçu dans le fond un gros sac de paquetage qui gigotait. Et un nain en est sorti. Que fait ce passager clandestin sous le car? Là, je me suis dit, on tient peut-être la clé des vols. Ils inspectent le sac et font une découverte saisissante. Il avait une fermeture éclair intérieure qui lui permettait de s'enfermer dans le sac. Mais elle avait dû casser, parce qu'il n'arrivait plus à s'y dissimuler complètement. Il retrouve dans le sac les effets personnels dérobés aux passagers. Comment ce mini-voleur a-t-il pu passer inaperçu si longtemps? Le complot va s'avérer encore plus incroyable qu'il n'y paraissait. Un passager chargeait le sac au moment du départ et le récupérait à l'arrivée avec le nain et les objets volés. J'avoue que c'était là un moyen très astucieux de dérober des affaires dans un car. Peu après, la police arrête le complice. À peine les malfaiteurs sont-ils derrière les barreaux que les vols cessent. C'est comme si on m'avait enlevé un poids énorme des épaules. Quel soulagement! Un voleur à la petite semaine s'enferme dans un sac de voyage pour subtiliser des objets de valeur dans une soute d'autocar. Est-ce vraiment arrivé? Voici le moment de vous dévoiler la vérité sur nos trois invraisemblables récits. Il y avait d'abord cette erreur médicale qui a ruiné le bonheur d'une famille en rendant le sien à une autre. Réalité ou fiction? C'est la pire chose que des parents puissent vivre. Mais ça ne m'est pas arrivé. C'est une pure légende. De semblables bavures ont fait la une des médias ces dernières années. Malheureusement, elles surviennent plus souvent que les gens ne le pensent. Par chance, les familles de ce récit sont imaginaires. Il y avait ensuite l'histoire du courtier en bourse faisant croire à tout le monde qu'il avait touché le pactole alors qu'il vivait de ses braquages. Vrai ou faux? Je m'appelle Jean Callahan Trentel. J'ai épousé un braqueur de banque. Et cette histoire est vraie. Ce voleur s'est enfui avec seulement 60 000 $. Mais il a fini par gâcher son bonheur et celui de sa famille. La bourse a beau induire des risques, le crime ne paie pas. Il y avait enfin le récit de ce voleur miniature qui a failli gâcher le Noël d'un brave chauffeur de car suédois. Était-ce vrai ou faux? Je suis bien suédois, mais je n'ai jamais conduit de car. Et ce récit est faux. Ce mythe circule depuis des années, mais jamais personne ne montrait un plan aussi tordu pour espérer voler les relatives richesses voyageant dans la plupart des soutes. C'est la fin de notre épisode. Avez-vous deviné juste? Ou vous êtes-vous laissé aveugler par nos mensonges? Ne vous inquiétez pas, vous aurez l'occasion de démêler le vrai du faux dans notre prochain épisode de Légendes urbaines.